Bonjour à vous tous. Merci d'être ici aujourd'hui. Écoutez, je me sens un peu privilégié d'être assis chez vous, confortablement à vos côtés pour à peu près 1 heure. C'est quand même rare qu'on ait la chance de visiter autant de monde en si peu de temps. Je suis Martin Goujon, je suis directeur du créneau d'excellence Bâtiments verts et intelligents. Tout de suite, pour vous mettre dans le contexte, aujourd'hui, vous allez avoir une activité quand même tout à fait unique pour le fait, d'abord, qu'elle réunit 3 créneaux d'excellence du programme Accord du ministère de l'Économie et de l'Innovation. Nous sommes des entités, des regroupements qui soutenons des industries spécifiques dans le grand monde de la transformation du bois, du bâtiment vert et intelligent. Donc, de ce pas, je me permets de vous présenter les hôtes de la journée que vous avez vu apparaître déjà sur le bandeau promotionnel. D'abord, du créneau d'excellence Bois Chaudière-Appalaches, que vous connaissez sûrement tous sous le nom de BOCA. Nous avons la chance d'être soutenus dans l'aventure avec Mme Lise Séré, que plusieurs connaissent. Aussi, si on s'en va plus vers Rimouski, on a la chance cette fois-ci d'être avec le créneau Éco-construction et Mme Claire Sirois, directrice du créneau. Et moi, comme je vous disais, du créneau d'excellence bâtiment vert et intelligent rattaché à Québec International. On a aussi un collègue à moi qui se nomme Kevin Pochon, qui est conseiller aux entreprises secteur manufacturier, également chez Québec International. J'en profite, vous ne la voyez pas, vous ne l'entendrez pas, mais moi, je tiens à remercier Cindy Abril qui nous a aidé énormément dans toute la préparation de l'événement. Vous savez, c'est une première pour bien du monde, ce qu'on vit aujourd'hui. Moi, c'est une des premières aventures que j'ai à animer une conférence web et je me dois de vous donner certaines directives. La première, bon, on s'entend que les micros seront fermés, qu'il n'y aura pas d'échange verbal entre nous. Comment? Bien, fort simplement, devant vous, vous allez avoir la chance d'avoir accès à un onglet qui s'appelle Questions-réponses. C'est à partir de cet onglet-là qu'on pourra communiquer. Qu'est-ce que nous avons décidé de faire? C'est simplement pour permettre à notre conférencier de pouvoir librement faire sa conférence et ensuite de pouvoir répondre aux questions. Je vais, moi, de mon côté, recevoir les questions que vous allez lui adresser au fur et à mesure que la conférence de 45 minutes va durer. Et par la suite, nous allons avoir effectué un tri pour aller aux questions, soit parfois il peut y avoir des redondances ou des questions qui sont trop cas à cas, sauf il faut faire attention à ce volet-là. Il faut rester quand même un petit peu plus macro vu que nous sommes dans une activité qui réunit plus de 75 personnes. Et j'aimerais, par le fait même, vous demander d'indiquer votre courriel, votre nom, avant d'écrire la question. Ça nous permet plus facilement de retracer. Comme je vous le disais, nous allons y aller comme ça. La conférence va débuter sous peu et à la toute fin, 45 minutes plus tard, nous allons pouvoir commencer directement l'échange avec les questions. On se dit qu'on souhaite passer le plus possible les questions, donc on verra en termes de time frame comment nous allons gérer la situation rendue à la toute fin. J'aimerais aussi commencer d'entrée de jeu parce que si on est là aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même quelque chose où l'expertise d'une firme très connue au Québec qui nous permet d'avoir accès à au savoir dédié à la gestion des flux de trésorerie pendant la crise du COVID-19 qui, je le sais, vous confine chacun chez vous, mais qui vous oblige aussi à l'innovation, à la réflexion, à la stratégie. Alors écoutez, on a la chance aujourd'hui d'accueillir M. Frédéric Castonguay, qui est premier directeur principal, certification et conseil en management. Je tenais à vous brosser en 1 minute un peu son portrait, son profil de carrière pour vous montrer que c'est quelqu'un qui vient un peu de notre milieu, c'est quelqu'un qui connaît vos réalités, qui connaît les enjeux de la construction et de l'industrie du bois et par le fait même qui est vraiment bien placé pour nous donner accès à ce savoir cet après-midi. Entre autres, M. Castonguay a occupé un poste de contrôleur dans le domaine de la construction, principalement axé sur les entreprises industrielles. À ce niveau-là, il a été administrateur de la gestion d'un projet visant le développement et la mise en marché d'un système combinant différentes technologies, le laser et l'optique, pour améliorer la solution du sciage du bois dans l'industrie forestière. Il a donc traversé, au travers de sa carrière, la crise forestière. Fait que d'entrée de jeu, on constate l'expérience du monsieur qui est chez Raymond Chabot depuis 2017, qui cumule de nombreuses années d'expérience en financement commercial structuré complexe. Puis ça, je tiens à vous le dire d'entrée de jeu en détail sur ses compétences parce que certaines questions vont peut-être vous permettre de dire oui, mais j'aurai une question éventuellement additionnelle à poser à Raymond Chabot et je sais que ce monsieur-là a l'expertise pour me répondre. Il a travaillé donc au niveau du financement commercial structuré et complexe, comme je vous disais, également en redressement, en accompagnement de gestion,
en certification des états financiers et en impôts. Et sa clientèle, c'est bien certain, c'est un peu vous autres, c'est un peu nous tous, des entreprises manufacturières, que ce soit au niveau du démarrage, de l'expansion, qu'il y ait des projets à faire financer, de l'investissement et de la modernisation. Pour ceux qui trouvent que j'en ai peut-être trop dit, je vous dirais que j'y tenais parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un qui est arrimé à notre industrie et qui, je le sais, pendant les 45 prochaines minutes, je l'espère aussi, va vous éclairer sur de nombreuses questions. Je conclue là-dessus. C'est avec plaisir que je cède la parole à M. Frédéric Castonguay de Raymond Chabot Grant Thornton et remercie encore Boca, Créneau Éco-Construction et Québec International de rendre le tout possible cet après-midi. Merci. Alors, merci pour cette introduction. Aujourd'hui, en fait, l'objectif du webinaire, c'est évidemment là, de parler de la gestion des liquidités. On va avoir un contenu, en fait, on va avoir 3 éléments de contenu. Le premier, je vais revenir sur la dynamique du mouvement des liquidités. Ça va être un petit peu théorique, mais je me dois de le faire là, pour ramener l'auditoire à peu près au même niveau. Par la suite, je vais présenter un cas type avec certaines menaces. On va voir les menaces qui vont affecter cette entreprise fictive, mais basée quand même sur une certaine réalité que j'ai observée. On va appliquer certaines menaces et ensuite certaines solutions. Puis, une fois qu'on va avoir bien cerné le mouvement des liquidités en fonction des menaces et des solutions, je vais tomber le plus rapidement possible là, sur du concret. Donc, la présentation de certaines mesures d'intervention à court terme et des mesures aussi de planification sommaire pour envisager là, une bonne continuité de gestion des trésoreries et également là, planifier la reprise. Donc, et par la suite, je vais faire une petite synthèse de tout ça et donc je me lance. Donc, au niveau de la dynamique sommaire du mouvement des liquidités, ben, en fait, là, on a 4 principales menaces actuellement qu'on peut subir. Je dirais l'allongement du cycle de vente, la diminution des marges brutes et des bénéfices et la fluctuation spectaculaire des ventes, soit à la hausse, soit à la baisse. Je dirais que pour les entreprises qui connaissent des hypercroissances, ben, la gestion des liquidités demeure un enjeu. Actuellement, on se retrouve dans une situation où on a une baisse de nos revenus qui va être suivie par une reprise. Donc, on va avoir 2 enjeux. Donc, ça va être de gérer la baisse de liquidité qui émane justement de la baisse de nos activités et par la suite, la fluctuation du chiffre d'affaires qui va reprendre, mais on ne sait pas de quelle manière encore. Donc, ça va être un enjeu à faire face. Et le maintien de nos obligations financières au niveau des obligations bancaires, entre autres. Donc, rapidement, le cycle de vente, ben, en fait, qu'est-ce qui vient affecter nos besoins de liquidité, donc nos besoins de fonds de roulement? On a une situation, je dirais, habituelle que je vous présente sous l'onglet A, dans laquelle, entre le moment où je reçois de la marchandise, soit pour pour la transformer, aller jusqu'à la réception du paiement du client, donc on voit les étapes. La première étape, évidemment, est financée par le fournisseur jusqu'au jour, je dirais, au jour 30 dans cet exemple-là, où là, je paye le fournisseur et parallèlement, j'effectue des activités de transformation. Donc, ça vient chercher des besoins de liquidité. Je vends la matière au jour 40 et je l'encaisse au jour 70. Donc, c'est une situation, je dirais, habituelle. Si on a un débalancement au niveau du retard de la vente, si je vends évidemment 10 jours plus tard, ben, de façon logique, je vais recevoir mon paiement plus tard, donc on voit le besoin de liquidité qui augmente. Ce qu'on peut faire, ben, on retarde le paiement du fournisseur, donc ça nous ramène à notre situation initiale. Mais si on a un retard de vente, on a un retard de l'encaissement du client dû à une situation particulière, ben là, on voit ce que ça engendre au niveau des liquidités. Donc, on voit que l'élasticité de tout ça vient carrément attaquer le fonds de roulement. Je ne m'attarde pas plus que ça sur ces éléments-là. C'était juste pour faire un petit tour de table là, relativement à ça.
Maintenant, on va voir un cas type. Donc, pour le cas type, on a besoin de certaines données, puis ça, ces éléments-là, c'est des éléments que vous avez besoin minimalement de connaître dans vos entreprises avant de commencer une planification quelconque en ce qui concerne vos budgets de trésorerie. Donc, ce que ça nous prend nos revenus projetés en fonction de la situation. Évidemment, on a une situation particulière, il va falloir en tenir compte. Les marges bénéficiaires vont également être atteintes, donc il faut tenter de les évaluer. On a des frais fixes dans toutes les entreprises, on a des frais variables, des frais fixes, donc c'est de voir quels sont nos frais fixes, les frais qui sont compressibles et ceux qui ne le sont pas. Tout ça va nous amener avec des bénéfices avant intérêt et amortissement. Pourquoi je parle d'intérêt et d'amortissement? C'est parce qu'on va travailler avec des bénéfices, mais sous forme de cash flow. Donc, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant mon bénéfice net comptable, c'est vraiment le bénéfice en termes de liquidité. Qu'est-ce qui émane de mes opérations? Qu'est-ce qui va s'en venir dans les prochaines semaines, prochains mois? Ça prend la situation actuelle au niveau de nos postes de bilan. Donc, l'encaisse. Ce matin, c'est quoi mon niveau d'encaisse? Ce matin, c'est quoi mon solde d'emprunt bancaire? Donc, si je n'ai pas d'encaisse, mais que mon emprunt bancaire est sollicité, ben, quel est le solde et quelles sont mes limites disponibles en date d'aujourd'hui? Mes comptes à recevoir et mes comptes à payer. Donc, il faut qu'on revoie nos hypothèses d'encaissement et nos hypothèses de décaissement par rapport à la situation. Et nos remboursements mensuels d'emprunt qu'on a, des obligations financières, soit des locations d'acquisition ou des emprunts à long terme. Donc, la portion capital-intérêt, quel est le montant de mes obligations mensuelles par rapport à ça? Une fois qu'on a déterminé ces éléments-là, on peut travailler ici, là, dans ce cas-ci, avec un cas type. Donc, là, je suis dans une situation dans laquelle mes hypothèses sont basées sur la continuité. Ce que j'ai, c'est une entreprise qui a des revenus de 5 millions. J'ai des coûts des marchandises vendues de 1,7 million pour 34 %. J'ai de la main-d'œuvre directe pour 1,6 million, ce qui me fait des frais variables de 3,3 millions pour une marge brute de 1,7 million. Donc, je suis à 34 % de marge brute. J'ai des charges fixes avant mes intérêts et mes amortissements pour 1,3 million, ce qui me ramène à des flux générés normal, si je dirais, avant la crise, d'environ 400 000 $. J'ai un solde en caisse initial de 25 000 $. J'ai une marge de crédit qui est utilisée à 180 000 € et ma limite est à 250 000 $. J'ai mes comptes à recevoir en date d'aujourd'hui, 1,3 million. J'ai mes comptes à payer pour 700 000 $ et mes dettes en long terme, mensuellement, je dois rembourser 20 000 $ en capital intérêt. J'ai une entreprise qui va bien, donc j'encaisse mes recevables à 45 jours et je les paye à 45 jours également. Ce que ça nous donne comme graphique, je vous dirais, comme évolution dans le temps, c'est sûr que là, on est vraiment rectiligne là, au niveau du chiffre d'affaires, mais on voit que la situation de mes liquidités, combinée donc marge de crédit et pour le mois prochain, donc on voit que mes bénéfices se transposent en liquidité, puis on voit la courbe des liquidités qui augmente. Ici, on voit la courbe des bénéfices et notre ligne rouge ici, ça se trouve être notre marge de manœuvre actuelle, donc la marge de crédit autorisée. Vous comprendrez que pour fin d'exemple, j'utilise une marge de crédit fixe, mais dans la réalité de plusieurs entreprises, on parle d'une marge de crédit qui est octroyée en fonction d'un calcul de margination sur soit en fait, combinaison des deux, là, les comptes à recevoir, les stocks en main, les stocks de travaux en cours. Donc, ces marges de crédit-là peuvent varier justement en fonction de nos niveaux de stock, nos niveaux de créances qui sont bonnes, je dirais. Donc, à chaque mois, ça peut varier, mais on est quand même en mesure de calculer et de voir en fonction de tout ça, là, les besoins potentiels. Donc, la crise du COVID vient nous affecter. Donc, j'ai une augmentation du délai de mon recouvrement de clients. Donc, juste pour montrer le fait de passer de 45 à 60 jours, donc d'augmenter le délai de recouvrement, on peut voir avec la situation précédente, on voit que précédemment, ma ligne de liquidité en avril, on était presque à 0. Maintenant, on se retrouve,
on s'en va vers une limite de notre capacité ici au niveau de la marge de crédit. Étant donné qu'on est encore en profit, notre courbe s'améliore, mais les menaces ne sont pas encore toutes présentées. Donc, délai du recouvrement des clients. Maintenant, on va voir si on a une perte de productivité de 9%. Pour nous ramener, en fait, selon une situation dans laquelle où je ne fais pas de profit pour ma prochaine tendance, à ce moment-là, on peut voir que, évidemment, là, notre courbe de liquidité, on va franchir le cap de notre tolérance et on se retrouve à problème à partir du mois d'avril. Une baisse de chiffre d'affaires, toujours de façon rectiligne, on va le voir là, de façon plus précise là, dans peu de temps. Là. Donc, c'est sûr et certain que si mon chiffre d'affaires combiné à une baisse de productivité, là, on peut voir évidemment que nos liquidités, on va être à problème et on s'en va vers une situation d'insolvabilité à moyen terme. Maintenant, on présente ici, puis ça, pour ceux qui vont avoir des demandes de financement à faire pour sortir du fonds de roulement auprès soit BDC, des institutions financières ou Investissement Québec, le modèle actuellement qui est discuté et qu'on présente, je vous dirais, c'est une crise qui devrait durer environ 6 mois, suivie d'une reprise des activités. Donc, ici, on a un modèle de fluctuation du chiffre d'affaires dans lequel, pour le mois d'avril, on se retrouve avec une entreprise là, qui n'a aucun revenu, avec une reprise quand même assez lente du chiffre d'affaires prévu pour mai-juin. Donc, on peut voir l'effet que ça a sur notre chiffre d'affaires et également l'effet que ça a toujours sur notre liquidité. Donc, quand on augmente le chiffre d'affaires, évidemment, ça vient tirer nos liquidités. On est encore en situation de perte avec notre cas. Donc, on peut voir là également qu'on se retrouve toujours et encore dans une situation d'insolvabilité à moyen terme. Maintenant, pour diverses raisons, notamment la contribution de 75% du gouvernement ou autres mesures d'intervention au niveau de l'entreprise, si on pose l'hypothèse on est capable de retrouver notre productivité, malgré la baisse du chiffre d'affaires et la fluctuation des ventes, ici, on peut voir que notre courbe va se résorber, je dirais, en février. Donc, on voit là qu'à partir du mois de juillet, toujours, on se retrouve dans une situation très inconfortable, en ce sens que oui, on va avoir besoin d'autres mesures, mais au moins, on voit que notre courbe, on reprend le contrôle. J'augmente le délai du paiement de mes fournisseurs. Donc, de façon intuitive, là, la majorité des entrepreneurs qui ne sont pas payés, évidemment, vont tenter de reculer, de retarder le paiement fournisseur. Donc, cette initiative-là nous permet de ramener notre courbe de liquidité à un seuil, je vous dirais, bon, pas acceptable, mais vraiment à la limite de nos capacités là, initiales. Par la suite, on applique en fait un moratoire sur nos remboursements d'emprunt long terme. Donc, on passe de 10 000 par mois, de 20 000 par mois de remboursement d'emprunt long terme à 10 000. Donc, on peut voir qu'avec la combinaison de ces mesures-là, ben, ce qui se produit, c'est que nos liquidités, on est capable de demeurer dans nos paramètres de tolérance et théoriquement, on serait capable de survivre à cette crise-là au niveau des liquidités. Par la suite, d'autres mesures d'attrition qui peuvent être faites, c'est certain qu'on demeure toujours dans le théorique, mais c'est pour démontrer que les mesures ont un impact là, sur nos liquidités. Donc, une réduction des frais fixes de 5%, on se retrouve encore plus à l'aise, je dirais, par rapport à nos tolérances. Et ici, je vous présente, en fait, le graphique à gauche, ben, c'est l'effet des menaces potentielles identifiées dans notre cas. Si on n'applique aucune mesure, ben, on se rend compte qu'on s'en va vraiment vers une situation d'insolvabilité. Et si on applique les 4 mesures que j'ai énoncées, ben, de façon probable, ben, l'entreprise peut passer au travers de cette crise-là. J'ai exposé également un emprunt de 100 000 en fonds de roulement pour voir
l'impact que ça avait. Ça ne change pas vraiment au niveau de notre courbe de liquidité, je vous dirais, à la base. C'est juste que ça montre, ça nous donne plus de marge de manœuvre. Donc, si je le prends tout de suite, voici l'effet. Et si je le prends un mois plus tard, mettons en juin, ben, ce qui se produit, c'est qu'en mars, on se retrouve quand même vers la même situation qu'en juin. Donc, tout ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute 100 000 dans le fonds de roulement. Donc, ça atténue pas la courbe, ça fait seulement que la déplacer là, à la hausse. Donc, je suis allé rapidement pour le COTIP. C'est vraiment de démontrer là, que en appliquant des mesures, certaines mesures, ben, on est capable de prendre le contrôle de notre fonds de roulement. Puis, ces mesures-là, ben, ne sont pas prises en vain. Là, au contraire, il faut vraiment les mettre de l'avant. Maintenant, je vais vous présenter certaines mesures d'intervention, je dirais, plus concrètes. C'est à faire très attention parce que chaque mesure ou chaque intervention qu'on fait au niveau du fonds de roulement peut engendrer des effets sur tout le secteur de l'entreprise. Je donne un exemple. Si quelqu'un ou une entreprise se met à liquider ses stocks pour rentrer de la liquidité, ben, peut-être que dans la situation actuelle, il va y avoir un petit problème d'approvisionnement plus tard. Donc, ou une autre entreprise déciderait d'arrêter complètement le paiement de tous ses fournisseurs pour une période, là, je dirais, de façon pragmatique, sans jaser avec eux, sans prendre d'entente, bien, à ce moment-là, ça pourrait arriver qu'on ait des problèmes d'approvisionnement. Donc, toutes les mesures que je vais vous exposer doivent être analysées, je vous dirais, pour voir s'il n'y a pas de dommages collatéraux en aval. Alors, en arrêt forcé ou non, des mesures à court terme, là, ben, en fait, là, il y a certaines entreprises parmi vous l'ont sûrement déjà fait, ben, c'est de vérifier immédiatement si on peut se classer d'un comme service essentiel. Je pense que ceux qui le sont savent déjà. Moi, dans mon coin ici, ce que j'ai vu, ce qu'on a vu, c'est que des fournisseurs d'entreprises de services essentiels, notamment au niveau de produits forestiers résolus, SFK, étant donné que ces entreprises-là étaient considérées comme essentielles, donc mes machinistes, mes entreprises manufacturières qui fournissaient ces entreprises-là ont pu réouvrir leurs portes et fournir du travail. Dans le cas où on est dans un secteur de construction ou autre, ce qui est important, même manufacturier, c'est de mettre à jour la facturation. Donc, rapidement convertir tous les travaux en cours en éléments facturables. L'objectif de ça, c'est justement de raccourcir le cycle de vente, de faire entrer des fonds plus rapidement. Au niveau des comptes à recevoir, ici, il y a 3 mesures qui peuvent se concentrer dans une seule, en fait. C'est de porter une attention particulière, prendre la liste des comptes à recevoir, éplucher notre liste, voir nos vieux comptes, essayer de prendre des ententes, mais surtout aussi, en fait, les vieux comptes, ils n'iront pas mieux, là. S'ils n'allaient pas bien, ils n'iront pas mieux. Donc, c'est de communiquer avec tous ces gens-là, prendre des ententes, mais également d'identifier les clients qui sont plus à risque aussi dans nos comptes courants, nos comptes de 30 jours et en fait de 60 jours et moins pour commencer immédiatement à prendre des ententes avec ces gens-là. Il y a toujours les notions d'affacturage. Certaines institutions bancaires, institutions financières peuvent vous offrir justement d'affacturer vos comptes à recevoir. Il y a un coût à ça. C'est toujours une question de coût-bénéfice. Puis, ce qu'il ne faut pas s'attendre de ce véhicule financier-là, c'est de ne pas s'attendre non plus à refiler nos vieux comptes, là. Ils vont y aller, mais dans nos beaux comptes. Ça fait que l'affacturage demeure quelque chose à envisager, mais c'est du cas par cas. On peut regarder également la possibilité là, de donner des escomptes pour paiement rapide. Donc, l'objectif de ça, c'est toujours d'entrer rapidement des fonds dans l'entreprise. Les fournisseurs, c'est important de négocier avec eux, prendre des ententes.
pour éviter, là, comme je vous disais, les problématiques au niveau des approvisionnements ultérieurs. En fait, dans toutes les mesures que je vous présente là, l'aspect communication est très important. Au niveau des entreprises de fabrication, je dirais peut-être de prioriser les produits, en fait, d'utiliser les stocks qu'on a en main. Et peut-être, si on a le loisir de le faire, là, entrer dans des productions où les délais de production sont plus courts. L'objectif toujours est de réduire notre cycle d'encaissement. En ce qui concerne la suite, justement, des mesures à court terme, rapidement, c'est d'analyser notre cash flow. Si on opère à cash flow négatif, ben, c'est de laisser les coûts pour se donner une marge de manœuvre. Rapidement, discuter avec nos institutions financières. Donc, certaines entreprises ont déjà une certaine latitude de prénégocier pour des projets spéciaux ou autres, notamment au niveau des marges de crédit. Donc, rapidement, c'est de valider avec nos institutions financières si on n'a pas de la marge de manœuvre déjà là. Pour l'avoir vécu, nos institutions financières actuellement, ils ont quand même un gros volume de demandes, puis ils vont prioriser, je vous dirais, des entreprises qui sont plus en difficulté que les autres. Moi, c'est ce que j'observe dans ma clientèle, mais l'idée là-dedans, c'est vraiment de prendre contact avec eux, puis d'attendre son tour, puis d'essayer d'aller chercher ce qu'on peut par rapport à je dirais, nos paramètres financiers immédiats. Les demandes de moratoire, j'en ai parlé tout à l'heure. Je pense qu'à ce stade-ci, pas mal toutes les entreprises l'ont fait. C'est dans le contexte, là, on est dans un contexte qui n'est pas usuel, je ne dirais pas normal. Donc, les institutions à date, j'ai vu aucune réticence majeure là, à l'effet d'accorder des moratoires. Ça se fait de façon pas mal automatique, je vous dirais. Ceux qui sont à loyer, peut-être de voir avec les propriétaires s'il n'y a pas des ententes qu'on peut faire, parce que moi, je me dis que peut-être aussi de leur côté à eux, ils vont avoir des allègements du côté des banquiers, donc ça peut vous donner une certaine latitude. Donc, c'est à envisager, du moins, en fait, si on ne le demande pas, on ne l'aura jamais. Hein. Il y a des gens qui produisent sous licence, qui ont des redevances aussi et autres, c'est de voir si on n'est pas capable d'obtenir de la souplesse à ce niveau-là. Le paiement des impôts des sociétés, des acomptes provisionnels, bon, on peut les retarder. Évidemment, là, les intérêts courts, mais ça peut être une façon de se financer également. TPS, TVQ. TPS, TVQ, il y a eu des mesures qui ont été annoncées là-dessus. Je vais en parler tout à l'heure, mais là, ce qu'on sait, c'est que le 30 juin, ben, en fait, on a des congés de paiement pour la TPS, TVQ, mais éventuellement, on n'en aura plus. Donc, le mois où on n'en aura plus, ça serait peut-être d'envisager de facturer nos travaux en cours, notre facturation, peut-être de décaler ça d'une journée en fin de mois pour que notre facturation tombe dans l'autre mois, ce qui va nous donner un délai d'un mois de plus pour effectuer le paiement TPS TVQ. Évidemment, si on fait ça, il faut avoir une bonne comptabilisation de nos travaux en cours, étant donné qu'on va être suivi par le banquier. Donc, le banquier, il faut absolument qu'il soit au fait de ça, notamment pour ceux qui ont des marges de crédit, justement, là, dont le calcul se fait sur la marginalisation des recevables et des stocks. C'est vraiment d'avoir une bonne communication avec le banquier avant d'opter pour une stratégie de la sorte. Rémunération des actionnaires, là, il y a certaines mesures, donc, au niveau de 75 %, est-ce qu'on se donne un salaire versus un dividende ou je me verse des avances en attendant? Ça peut varier, c'est vraiment du cas par cas. C'est quelque chose que je vous invite à regarder peut-être avec votre comptable externe ou votre comptable interne, si vous en avez un, voir quelle serait la stratégie la plus avantageuse pour les actionnaires. Les mises à pied massives, l'aide gouvernementale, en fait, versus toujours le 75 %. Certains d'entre vous peuvent décider de conserver de la main-d'œuvre.
soit par complaisance ou par obligation, étant donné qu'on continue de travailler, mais on subit une baisse de 30%. C'est de voir les effets, puis en fait, peut-être faire une combinaison, là, profiter justement de ce moment-là pour embarquer notre monde sur des programmes de formation, étant donné qu'il y a eu des annonces dernièrement à l'effet que les programmes de formation allaient être subventionnés à 100%. Donc, envisager de la formation pour vos employés. Nos employés, on en a toujours besoin. Ils ont toujours besoin de formation. Donc, ça peut être envisagé. C'est sûr et certain que dans ces cas-là, bon, pour la formation, on travaille avec Emploi Québec. Donc, les délais de paiement, etc., c'est sûr que ça vient tirer nos liquidités immédiates. Par contre, ça nous permet de garder notre nom. Au niveau des actions parallèles, pour, je dirais, là, on vient de voir peut-être des mesures plus court terme, des éléments à identifier rapidement, puis à travailler sur des solutions ou des mesures. On peut, parallèlement à tout ça, étant donné que les affaires sont au ralenti, planifier, commencer en fait à planifier la reprise et regarder des éléments qu'on peut je vous dirais, regarder en amont. Donc, au niveau des contrats, je dirais que les contrats trop serrés, on voit ça là, dans le cours normal des affaires. Des fois, ça devient un petit peu plus tranquille, puis on se dit, bon, ben, ce contrat-là, je ne fais pas de profit dessus, mais ça me permet de maintenir les opérations de l'entreprise, puis je vais attendre au prochain avant de me refaire. L'idée là-dedans, c'est que là, on est dans une situation de crise, on est dans une situation où les liquidités sont rares, donc on ne peut pas vraiment courir le risque de subir des pertes sur des contrats à faible rentabilité. Donc, on se trouve à financer nos clients à ce moment-là. Ce n'est pas vraiment une bonne action envisagée. L'idée, c'est de prévoir aussi nos pertes issues des activités afin de dresser le portrait de la situation. L'idée là-dedans, c'est qu'il faut vraiment planifier nos entrées et nos sorties de liquidité pour bien identifier notre besoin de financement. Tout à l'heure, au niveau des petits graphiques que je vous ai présentés, dans un cas théorique comme ça, mais dans la vraie vie, je vous dirais qu'on fait un petit budget caisse pour les 6 prochains mois, puis à ce moment-là, on est capable vraiment de déterminer c'est quoi nos besoins. Trop emprunté, oui, trop fort, casse pas, mais éventuellement, c'est pas nécessairement une bonne avenue non plus de surendetter l'entreprise si on n'en a pas de besoin, à part peut-être le 40 000 du gouvernement qu'on peut aller chercher. Puis si on le rembourse à l'intérieur de 2 ans, ben, on garde le 25% de subvention, mais n'empêche que surendetter l'entreprise, avoir du fonds de roulement excédentaire, payer des intérêts sur l'autre côté, c'est peut-être pas la bonne stratégie. Pendant l'arrêt, profiter de ce moment-là aussi pour ceux qui tombent en fin d'année, rapidement sortir vos états financiers, aller chercher vos remboursements de crédit d'impôt, etc. Préparer aussi vos prévisions financières si vous avez besoin de cash flow pour aller chercher du financement. Pour le financement à court terme, je dirais les prêts en ligne BDC, en bas de 100 000 $, c'est quelque chose qui est rapide à aller chercher, donc ça ne nécessite pas nécessairement d'état financier, je vous dirais, interne, vraiment récent. C'est vraiment basé sur l'historique de l'entreprise et la cote de crédit des administrateurs, des actionnaires. Donc, c'est des prêts qu'on peut aller chercher rapidement. Revoir aussi au niveau des stocks, si on a des stocks qui sont en désuétude ou des stocks qui ne sont pas utiles, dans le cours normal, c'est déjà difficile de liquider ou de se défaire de nos stocks qu'on utilise peu, qu'on considère comme désuets. Peut-être qu'avec la crise qu'on vit présentement, est-ce qu'il y aurait une pénurie au niveau des approvisionnements? En tout cas, on ne le sait pas, mais bref, ça peut être il peut y avoir des opportunités. Il s'agit d'aller voir de ce côté-là. S'il y en a, il y en a. S'il n'y en a pas, il n'y en a pas.
Au niveau de la clientèle, c'est de revoir aussi à profiler sa clientèle, privilégier là, les clients qui paient rapidement. Donc, on a un travail à faire à ce niveau-là. Les approvisionnements, ben, c'est de voir aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, mais de s'assurer de la disponibilité des matières premières avec nos fournisseurs lorsque la reprise, lorsqu'on va appréhender une certaine reprise, c'est vraiment d'y aller en planification. Là, on le voit avec ce qui se passe au niveau de la santé. Là. Il y a des problèmes d'approvisionnement partout. Donc, de notre côté, en tant qu'entrepreneur, ben, c'est de s'assurer que lors de la reprise, on ne soit pas bloqué à ce niveau-là. Revoir les politiques de crédit. Donc, quand on vit une crise comme celle-là, des fois, on se rend compte, ça nous permet de constater certains éléments qu'on faisait peut-être de manière, je dirais, pas optimale. Donc, c'est peut-être le temps de revoir les politiques de crédit, refermer certains paramètres au niveau justement là, des clients qui sont un petit peu plus difficiles. Les immobilisations, on peut voir aussi dans nos stratégies de financement, si on a de la place, de l'équité sur certaines immobilisations, voir est-ce qu'on peut aller chercher un financement pour soutenir le fonds de roulement. Même chose que pour les stocks désuets, certaines entreprises ont certains actifs qui sont non productifs. Toujours difficile de s'en défaire. Est-ce qu'il va y avoir des opportunités durant la crise? On ne le sait pas, mais c'est quand même quelque chose à envisager, en fait, à ne pas perdre de vue. Nos projets d'investissement en immobilisation ou autres, évidemment, là, c'est de revoir tous ces projets-là, revoir avec les nouvelles projections financières, les nouvelles, je dirais, les nouvelles tendances de l'économie là, en général, voir si nos projets d'investissement sont toujours de mise. Pour les investissements au niveau du crédit d'impôt à l'investissement, donc les entreprises de fabrication qui ont acquis, je vous dirais, des équipements là, pour la fabrication, transformation, tout dépendamment des régions et dépendamment de la vitalité économique de ces régions-là, le taux de crédit à l'investissement peut varier, mais on a droit d'aller chercher des sommes. L'idée là-dedans, c'est que si vous avez fait des acquisitions et vous savez que vous allez avoir un crédit à l'investissement, ben, c'est de voir si votre fin d'année est proche, ou, bon, si la fin d'année est passée, on fait seulement que l'attendre, là, mais si votre fin d'année est proche, ben, je vous dirais de régler rapidement vos états financiers, régler rapidement là, les déclarations d'impôts provinciales pour aller chercher ce crédit-là le plus rapidement possible, je me répète. Par contre, si on a fait des acquisitions, exemple en décembre, puis notre fin d'année financière est là, 30 juin, ben là, ça va prendre un petit bout avant qu'on ait notre crédit d'impôt en investissement. Pourquoi? Ben, il faut faire notre fin d'année, donc ma fin d'année est au 30 juin. On compte une couple de mois pour que notre comptable externe nous sorte ça. Et par la suite, ben, une couple de mois avant de recevoir nos sous. Donc, on se retrouve qu'on va avoir l'argent de ça dans 10 mois. Alors qu'Investissement Québec offre la possibilité, depuis toujours, ce n'est pas nouveau, de financer ces crédits d'impôt-là. Donc, si notre fin d'année, l'horizon de notre fin d'année est assez loin, ben, c'est d'envisager justement le financement du crédit d'impôt en investissement par Investissement Québec. Même chose pour ceux qui font de la recherche et développement expérimental, le crédit d'impôt, également peut être financé par Investissement Québec. C'est sûr et certain qu'actuellement, Investissement Québec sont aux prises avec les entreprises là, qui ont des besoins criants de fonds de roulement et de financement. C'est sûr et certain que ça peut retarder les autres types de demandes, mais tout dépendamment de l'horizon de votre fin d'année financière, c'est quelque chose à envisager ou du moins tenter le pouls auprès d'Investissement Québec. Donc, recherche et développement, pour ceux qui connaissent le programme, là, les conditions d'admissibilité ne sont pas des plus faciles. On a nos fameux 3 critères là, pour l'admissibilité des activités. Ça m'amène à vous dire de ne pas essayer de déterrer des projets
qui n'existaient pas. Là. On voit ça souvent là, des entreprises bon, qui pensent qu'ils en ont fait durant l'année. Puis là, OK, ils font une première demande, puis bon. L'idée là-dedans, si vous en faites, ben, c'est peut-être de profiter du temps d'arrêt pour mettre vos journaux de bord à jour, etc. S'assurer d'avoir une bonne documentation pour la fin d'année. Mais déterrer un projet de R&D qui n'existait pas, puis se remettre à récapituler ça, c'est pas quelque chose que je conseille. De toute façon, les sommes qu'on irait chercher là-dedans, je pense pas que ce soit des sommes substantielles. Tout ce que je dis, en fait, c'est d'envisager le financement par Investissement Québec. Pour les pertes qu'on est en train de subir, bien important de bien les documenter. Oui, il y a des mesures qui ont été annoncées actuellement. Est-ce qu'il va en avoir d'autres? Est-ce qu'il va y avoir des mesures plus spécifiques? On ne le sait pas. Si vous avez déjà un dossier de montée qui documente vos pertes, donc, éventuellement, s'il y a d'autres programmes qui sortent relativement des subventions ou autres, ne serait-ce que le gouvernement fédéral, provincial, mais vous avez vos SADC, CLD dans chacune de vos régions, vos organismes de soutien économique également. Donc, si vos pertes sont déjà documentées, éventuellement, si vous avez des demandes à faire pour des nouveaux programmes ou des programmes existants, ça va vous faire gagner du temps. L'autre élément, des couvertures d'assurance pour perte d'exploitation. On se retrouve, en fait, moi, c'est très peu probable, là, mais consultez votre courtier quand même. Il y a peut-être certaines situations qui pourraient s'appliquer pour que vous puissiez aller chercher des sous à ce niveau-là, notamment au niveau de perte de contrat ou autre. Il y a certaines particularités, mais d'emblée, c'est sûr que le facteur épidémiologique, c'est pas couvert là, en général, mais il s'agit quand même d'aller voir ces polices d'assurance ou du moins consulter votre courtier, ils sont là pour ça. OK, ça, on en a parlé. Donc, au niveau des mises en garde, donc, il y a certaines mises en garde que je veux vous faire part. Donc, les mesures que je vous ai présentées, c'est vraiment de les analyser au cas par cas en fonction de la globalité de l'entreprise et de votre structure de financement initiale. Vos créances prioritaires, les créances prioritaires, c'est quoi? Ben, en fait, les déductions à la source, les salaires, TPS, TVQ et nos cautions personnelles qu'on aurait pu donner pour différents prêts. Donc, c'est de voir à l'intérieur de tout ce brouhaha-là, de vous assurer que vos obligations à l'égard de ces créances-là soient remplies, du moins pour baisser votre risque personnel, soit en tant qu'actionnaire et aussi en tant qu'administrateur. Parce que les administrateurs d'une compagnie, même s'ils ne sont pas actionnaires, mais administrateurs, sont responsables personnellement au même titre que l'actionnaire, advenant là, pour les TPS, TVQ ou des salaires qui ne seraient pas versés. De ce fait même, ben, en fait, d'éviter de se financer à même TPS, TVQ et déduction à la source. Oui, le gouvernement nous donne un allègement au niveau des TPS, TVQ, mais il faut bien se dire que ce n'est pas une subvention, ce n'est pas un don. Il va falloir les payer. Donc, si on accumule, rapidement, si on se rend compte qu'après la reprise, on a des gros montants de TPS, TVQ à payer, qu'on a des problèmes, c'est de rapidement prendre des ententes avec le ministère pour éviter là, des contre-coups très fâcheux. Donc, pour ceux qui l'ont déjà vécu, c'est assez ordinaire quand votre client reçoit une demande de paiement à un tiers pour faire une saisie pour des taxes qui n'ont pas été payées. Là. Donc, ici, là, on ne joue pas avec ça. Déduction à la source, on les paye. Il n'y a pas de mesures là, actuellement qui nous permettent là, de reporter ces paiements-là. En relation avec les parties prenantes, bien évidemment, là, nos clients, nos fournisseurs, nos employés, nos institutions financières, ça prend une bonne communication avec tous ces gens-là pour leur faire part de notre situation, leur faire part de notre plan de match, des actes qu'on va poser, ne serait-ce qu'au niveau de l'institution financière. Il faut vraiment les considérer comme des partenaires. Dans d'autres webinaires que j'ai donnés, qui étaient même précédés par des conférenciers
en finance, donc les institutions financières qu'on connaît tous. Ces gens-là se voient vraiment, d'ailleurs, je vous dirais à longueur d'année, mais maintenant encore plus comme un partenaire. Donc, c'est des gens que vous pouvez consulter. C'est des gens qui voient une multitude d'entreprises. C'est des gens qui sont quand même de bons conseils. Donc, peuvent vous aider aussi au niveau de vos stratégies de financement, là, court terme, moyen terme. Et ils ont quand même le portrait là, de votre entreprise et de l'analyse en continu. Donc, un résumé des bonnes pratiques, des actions envisagées. Puis là, le temps passe vite. Il est déjà 13h45. Donc, rapidement, là, c'est de bien évaluer votre situation actuelle, votre autonomie financière. Donc, travailler sur vos facilités de crédit, travailler sur vos créances prioritaires, déterminer vos besoins, prévoir votre encaisse à court et long terme. Donc, un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, je vais y aller plus rapidement. Stratégie de protection de vos liquidités, donc les sources de financement possibles, on en a parlé tout à l'heure. Les mesures gouvernementales, évidemment, c'est de se maintenir informé de toutes les mesures qui pourraient s'appliquer à votre domaine. Et on répète l'exercice fréquemment, puis on actualise nos scénarios financiers pour s'assurer, évidemment, de notre survie. En fait, Raymond Chabot, on a 7 essentiels, là, je vous dirais, à faire. Ben, en fait, dans le cas de la crise, en aval, justement, de toutes les notions de liquidité, là, on parle d'accompagnement de ressources humaines, donc communication, plan de main-d'œuvre, c'est toutes des choses que vous devez à l'interne revoir en fonction justement là, des décisions sur les liquidités, revoir aussi votre offre, votre modèle d'affaires, les approvisionnements au niveau des processus, les relations, l'optimisation des technologies qui sont en place, le cas échéant, les indicateurs de performance, donc vous dotez, là, c'est bien important là, d'outils de suivi pour vous suivre. C'est toutes des choses là, que vous faites, là, je vous dirais, sur une base annuelle. Ceux qui ne le font pas, ils en sentent probablement pas le besoin, mais de toute façon, grande ou petite entreprise, tu sais, je parle pour des plus petites entreprises, d'instinct, c'est tous des éléments que les entrepreneurs là, ont en tête. Et la communication avec les parties prenantes, donc, ça se trouve être des éléments, là, je vous dirais, qui viennent là, dans une bonne gestion là, en regard de cette crise-là. Pour tous ces éléments-là que je viens de présenter, vous pouvez consulter le site de Raymond Chabot. Il y a des lettres d'experts, il y a des guides en ligne là, qui peuvent vous aider là, à évaluer les divers éléments que je viens de mentionner. En terminant, ben, je vous remercie pour votre attention. Vous avez là, quelques indications ici là, concernant le site de Raymond Chabot, les avis d'experts que je viens de vous parler. Il y a un petit questionnaire d'évaluation rapide aussi là, par rapport à la COVID-19 là, pour votre situation d'entreprise, etc. Donc, puis en terminant, ben, je crois bien que vous allez pouvoir avoir accès à cette présentation-là, là, l'enregistrement là, qui va vous être acheminé sous peu. Là. Donc, on serait prêt à prendre des questions. Là, je vois qu'il est 13h48. Là. On peut prendre des questions, M. Martin. Merci. Je ne sais pas si tout le monde entend bien. Ça devrait. Écoutez, le punch est déjà dévoilé. Moi, j'ai un écho ici. Je ne sais pas si c'est commun, mais nous allons vous transmettre la présentation. Ce qui veut donc dire que tout ce que vous avez pris en note à grande vitesse pendant les dernières 45 minutes vous seront accessibles. Je tiens aussi à vous dire que nous avons, nous, les 3 créneaux, nous sommes en train d'envisager de poursuivre la collaboration avec Raymond Chabot pour vous donner accès à des présentations qui abordent les thématiques qu'on vient de voir sur la slide 28, pour être bien précis, qui présente les solutions développées par Raymond Chabot en 7 thématiques différentes. Je crois que c'est pertinent de... Merci. Je crois que c'est pertinent d'avoir la possibilité d'accéder à ces solutions-là. Et ça me permet en même temps
parce que la conjoncture, le contexte évolue excessivement rapidement, entre autres pour le milieu de la construction. Je vais me permettre une première question qui m'a été demandée. La question est la suivante. On a su ces derniers jours que les constructions résidentielles vont reprendre le 20 avril. On ne sait pas la taille des constructions, on ne sait pas si pour le gouvernement un résidentiel c'est 160 logements ou c'est un unifamilial. Mais ma question est tout à fait simple, à savoir qu'est-ce que vous conseiller à quelqu'un qui, hier ou avant-hier, comme de nombreux, est entrepreneur, a découvert cette nouvelle. On parlait d'un délai de quelques jours uniquement. Et là, il avait peut-être déjà entamé des façons de survivre dans la tourmente, si je peux employer ces gros mots-là. Comment vous voyez la réaction nécessaire et stratégique pour un entrepreneur, s'il vous plaît? Ben, en fait, l'idée là-dedans, c'est que, bon, toutes les entreprises ont des frais fixes qu'il faut couvrir. L'idée, c'est comme je disais, si c'est déjà des contrats pour lesquels on doit les honorer, bien, moi, je ne vois pas de problème à aller chercher la subvention de 75 % étant donné que notre volume a baissé. Donc, évidemment, si on reprend les affaires, puis on n'est pas à plein régime comparativement à l'année passée, parce que dans les critères, là, pour le 75 %, ben, en fait, ils nous demandent de comparer avec l'année dernière, à savoir si on a une baisse de 30 % du chiffre d'affaires ou en mars de 15 %. Il y a certains secteurs de la construction, si je parle résidentiel, c'est plus tranquille en hiver. Donc, bref, il y a tout le jeu là, du chiffre d'affaires qu'il faut valider, mais à la base, si on est capable d'honorer notre contrat en bénéficiant des subventions, ne serait-ce que celle de 10 %, à quelque part, je dois être capable de faire un contrat payant. Ça vient nous aider justement au niveau de la couverture des frais fixes. Puis je ne vois pas pour l'entreprise je dirais le questionnement néfaste à ça. Moi, je vous dirais que demain matin, j'ai un contrat, ben, je le fais, je vais chercher les subventions qui sont disponibles. Puis, même à ça, avec le 40 000 $, c'est sûr, ce n'est pas des gros montants, là, tout dépendamment là, de la grosseur de l'entreprise, mais on va chercher notre financement et on le fait. Merci beaucoup. Écoutez, je me permets, si vous êtes prêts, une seconde question. Je vais vous la mettre un peu, pas en contexte, mais on parle de l'approvisionnement cette fois-ci. Et on se questionne comment on doit se prémunir relativement au risque de dévaluation argent canadienne américaine. Ce serait quoi votre réponse spontanément? Bon, en fait, l'idée là-dedans, c'est toujours une question de liquidité, qu'est-ce qu'on a de disponible. Qui peut me dire quel sera le taux de change dans un mois? C'est assez difficile à faire. Par contre, les institutions financières, vous pouvez parler avec votre banquier. Si on parle de montants importants, il y a des moyens avec nos banques de protéger justement notre taux de change. Ça, je vous inviterai peut-être à communiquer avec vos banquiers. Je ne veux pas faire de publicité à personne, mais je sais que la Banque nationale là, offrait cet outil-là il n'y a pas si longtemps. Là. Merci beaucoup. Écoutez, je pense que la présentation aussi va être fort utile et consultée énormément par les participants. Moi, ça me permet, d'entrée de jeu, de me permettre de vous remercier, tout le monde. Vous d'abord, M. Castonguay, Raymond Chabot également, pour votre disponibilité et le savoir que vous nous avez partagé. J'aimerais également vous rappeler qu'on est dans le cadre d'une formule particulière, celle des programmes accords avec le ministère de l'Économie et de l'Innovation, et ce qui vous a permis aujourd'hui de vous retrouver, je dirais, laptop à laptop et non chaise à chaise, assis et côtoyer des membres du créneau BOCA, le créneau éco-construction et celui du créneau bâtiment vert et intelligent. Et pour celles et ceux qui sont en périphérie de la région de la capitale nationale, de collaborer aussi avec M. Pochon. Fait qu'écoutez, au nom de Québec International, de l'ensemble des joueurs, je vous remercie très sincèrement. C'était une première pour nous autres et on est très heureux, très satisfaits. Merci d'avoir été nombreux et je vous dis à la prochaine parce que je pense qu'on y tient sincèrement. Fait que sur ce, bonne fin de journée, au plaisir.